Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'EMDR. L'EMDR est une technique de désensibilisation émotionnelle et de reprogrammation du cerveau par le mouvement des yeux. Cette technique va nous permettre de guérir les traumatismes et leurs conséquences, et donc tous les symptômes associés au stress post-traumatique. La liste des symptômes liés au stress post-traumatique est très longue. La première chose, ça va être le fait de revivre l'événement traumatique en boucle, encore et encore et encore, le fait d'y penser tout le temps, de ne pas réussir à en sortir. Très fréquemment, on va trouver aussi des crises d'angoisse, de l'anxiété, des crises de panique, des phobies, des peurs irraisonnées, constantes. On va trouver aussi dans les symptômes liés au stress post-traumatique des problèmes de sommeil, des insomnies, évidemment, parfois aussi l'hypersomnie, des gens qui vont avoir difficile à s'endormir, ou à se lever à l'inverse, des gens qui vont avoir un sommeil non réparateur, des nuits agitées qui vont se réveiller toutes les heures, toutes les 2 heures avec des difficultés pour se rendormir, des cauchemars, surtout chez les enfants. Chez les enfants, on peut trouver aussi des troubles de l'attachement et par conséquent des troubles de la séparation, une difficulté de se séparer des parents, ou alors des régressions, un enfant qui subitement va se remettre à faire pipi au lit alors qu'il est propre depuis longtemps. Ça peut être lié aussi à un traumatisme. On va trouver aussi dans les symptômes liés au traumatisme toutes les addictions, tous les troubles du comportement, que ce soit au niveau scolaire, chez l'enfant, les problèmes scolaires, les troubles de la concentration, les problèmes de mémoire, qui vont créer des difficultés évidemment pour l'apprentissage scolaire chez l'enfant, mais qui vont créer aussi des problèmes chez l'adulte. Et beaucoup de gens rentrent dans des peurs par rapport aux maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et reviennent après avoir fait des tests en disant tout est ok. Mais il y a cette angoisse qui est là et en fait toutes ces pertes de mémoire sont simplement liées au stress. On peut ajouter les troubles alimentaires, aussi bien l'anorexie que la boulimie, tous les troubles sexuels aussi, la personne qui va être bloquée complètement, ou à l'inverse, la personne qui va être dans l'excès, la dépendance sexuelle ou la déviance. L'irritabilité, la colère, donc les accès de colère et de violence, font partie aussi des conséquences d'un traumatisme. Je pense à un monsieur qui est venu me trouver, car il avait des crises de colère très violentes. Chaque fois qu'on le contrariait, il prenait sa batte de baseball, il sortait de la batte et il frappait. Et on a travaillé sur le traumatisme qui était derrière ça. Les crises de colère, de violence se sont arrêtées net. Le stress post-traumatique peut s'exprimer aussi à travers le corps, à travers un tas de symptômes bien physiques, comme des problèmes de digestion, des maux de tête, des douleurs, souvent des douleurs chroniques, et s'exprimer aussi à travers un tas de maladies somatiques. Je pense notamment à la fibromyalgie, dans les douleurs chroniques. Cet état de stress post-traumatique peut aussi se manifester par de la tristesse, par de la dépression, par un besoin d'isolement. Je pense notamment au deuil. Beaucoup de deuils sont vécus comme traumatiques. Donc s'il est normal, quand on vient de perdre un proche, de vivre cet état de tristesse, de dépression, de colère, aussi toutes ces émotions liées au deuil, cet état doit normalement, naturellement s'estomper et s'arrêter au bout de quelques années. Quand ce n'est pas le cas, on est dans un deuil pathologique. Donc de nouveau lié au traumatisme, et là aussi l'EMDR est très efficace pour aider les personnes bloquées dans les deuils à en sortir. Concrètement, comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. En tant que patient, vous avez juste à choisir une couleur et ensuite suivre mon doigt des yeux. C'est très simple. Ou si vous préférez, j'ai ma baguette magique, ça marche très bien aussi. Et les enfants adorent. Mais que se passe-t-il dans la tête du patient ? Nous percevons le monde qui nous entoure via nos 5 sens. Nous percevons des images, des sons, des odeurs, des sensations, des goûts. Et lorsque nous vivons un choc, notre cerveau va prendre une photo sensorielle en 5 dimensions. Il va donc associer des goûts, des odeurs, des sons, des sensations, une voix peut-être, à l'événement traumatique. Et ensuite, chaque fois que vous allez rencontrer un de ces éléments, le cerveau va ramener toutes les données associées au traumatisme. Et donc surtout, il va ramener toutes les émotions. C'est ainsi qu'en un quart de seconde, comme si on avait appuyé sur un interrupteur,
vous revivez toutes les émotions que vous avez vécues à ce moment-là, et bien souvent sans comprendre ce qui arrive. C'est ce qui peut créer notamment des crises d'angoisse, des attaques de panique ou tout autre symptôme lié à ce traumatisme. Nous avons tous un système naturel qui va venir effacer ces traumatismes. Une espèce de gomme qui va venir effacer toutes ces émotions la nuit quand vous dormez, un peu vraiment comme une gomme effacerait du crayon. Lorsque vous dormez, il y a plusieurs phases de sommeil pendant lesquelles vous descendez dans un sommeil de plus en plus profond. Et quand vous arrivez vraiment dans le sommeil profond, c'est ce moment où la terre peut s'effondrer, vous n'entendez rien du tout, vous vous réveillez. Puis ça remonte progressivement pour arriver de nouveau à l'éveil. Et cette phase-là, c'est la phase de sommeil paradoxal. C'est le moment où on rêve, c'est le moment où on bouge, c'est le moment où certains parlent, où les gens qui sont somnambules vont peut-être se lever, bouger un peu plus que les autres. C'est aussi, surtout, le moment où les yeux bougent. Et ce mouvement des yeux, c'est ça qui va venir effacer tout ce qui est dérangeant, toutes les émotions dérangeantes, tous les traumatismes que vous avez vécus ce jour-là ou les jours qui précèdent. C'est pourquoi, après 1, 2, 3, 4 nuits de sommeil, on se sent mieux quand on a vécu quelque chose de désagréable. Parce que ce système naturel va venir nettoyer, effacer tout ce qui nous dérange. C'est donc ce système naturel d'effacement que nous allons reproduire en séance, en ciblant les éléments traumatiques qui sont associés aux émotions et en remplaçant cette émotion par une couleur que vous avez choisie au départ et par des émotions ressources. En tant que thérapeute, j'associe la PNL à l'EMDR. L'EMDR, c'est la désensibilisation et la reprogrammation par le mouvement des yeux. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Autrement dit, c'est l'art de déprogrammer et reprogrammer le cerveau par les mots. Donc pour moi, la PNL, c'est vraiment indissociable de l'EMDR, c'est vraiment incontournable. Comme je l'ai dit, l'EMDR permet de soigner les traumatismes, mais qu'est-ce qu'un traumatisme ? Un traumatisme, c'est une émotion très forte, ingérable, associée à des éléments perçus par nos 5 sens et vécue dans l'impuissance. L'impuissance est vraiment un facteur très important. Il y a traumatisme lorsque nous n'arrivons plus à traiter l'information. Lorsque les problèmes présents dépassent nos capacités physiques, cognitives ou encore émotionnelles. Nous nous retrouvons impuissants face à ce qui arrive, à tel point que le cerveau bug, il plante complètement. Un peu comme votre PC. Il y a des moments où l'ordinateur, vous êtes dessus, et puis qu'est-ce qui se passe ? L'écran s'arrête. Alors soit l'écran reste avec la dernière image, ou parfois il devient carrément tout noir ou tout bleu, vous avez beau appuyer sur tous les boutons, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est le cracher, tirer la prise si c'est possible, et rallumer, on ne sait plus rien faire. Il se passe la même chose dans le cerveau. Au moment du traumatisme, le cerveau plante, il s'arrête. Il bloque complètement. Pendant cet arrêt, il fait cette fameuse photo sensorielle. Et ensuite, quand il revient à lui, il va revivre en boucle ce problème, ces émotions, cet événement qu'il n'a pas réussi à traiter. Tant qu'il n'a pas trouvé la solution, il va continuer à tourner pour chercher une solution. Vous l'aurez compris, le mot le plus important là-dedans, c'est impuissance. C'est vraiment ce sentiment de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit physiquement, c'est une agression physique et qu'on tient la personne et qu'elle n'a pas la force physique de bouger, de se défendre, que ce soit sur le plan cognitif, parce qu'il y a une solution à trouver à un problème et que la personne ne trouve pas cette solution, sur le plan financier par exemple, pour rembourser des dettes, ou sur le plan émotionnel, l'émotion tellement forte qu'on n'arrive pas à la gérer, voire les trois évidemment. Et vraiment cette impuissance, c'est ça qui va créer le traumatisme. C'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de sources traumatiques, beaucoup d'origines de syndrome de stress post-traumatique dans la petite enfance. La première chose qui vient à l'esprit,
quand on parle de traumatisme, ce sont les agressions, viols, attentats, accidents de voiture. Et pourtant, il y a d'autres choses qui peuvent paraître moins importantes et qui vont être aussi traumatisantes, voire encore plus. L'ampleur du traumatisme, c'est-à-dire l'intensité des émotions associées à l'événement, ne va pas dépendre de l'événement lui-même, il va dépendre de la capacité de la victime à traiter l'information et de la capacité de la victime à réagir à l'événement et aussi de la répétition. Un événement a priori non traumatisant ou très peu traumatisant peut devenir très traumatisant à cause de la répétition. Imaginez, vous recevez un bon coup de poing en pleine figure. Ça fait mal. Avec un peu de chance, ça va faire mal un quart d'heure. Vous vous en souviendrez. Quand vous allez recroiser la personne qui vous a mis ce coup de poing, vous allez faire un petit peu en arrière. Puis très vite, ça va passer. À côté de ça, imaginez qu'on vous fasse une petite pichenette comme ça. Bon, ça fait pas mal par rapport à un coup de poing, c'est rien du tout, ça fait pas mal, c'est juste désagréable. Maintenant, imaginez que cette petite pichenette-là, on vous la fasse toutes les 10 secondes. Ça fait pas mal, c'est pas traumatisant une pichenette. Et pourtant, il y a de quoi devenir complètement fou. C'est donc ce facteur de répétition qui va faire que certains événements qui paraissent anodins sont en réalité très traumatisants. C'est comme ça que j'ai des gens qui arrivent, qui commencent à avoir des angoisses ou un tas de symptômes liés au stress post-traumatique, qui ont 30, 40 ans, 50 ans, qui ont une belle vie, tout va bien, leur famille va bien, leur travail va bien, ils sont en bonne santé, ils ont tout pour être heureux, et ça va pas. Il y a plein de choses qui remontent. Puis une fois qu'on creuse un peu, qu'on va chercher ce qu'il y a derrière, ce sont souvent des gens qui ont eu une enfance très difficile, des gens qui ont été parentalisés, donc qui n'ont pas eu de repères parentaux stables, des gens qui n'ont jamais connu la sécurité parentale, parce que les parents étaient démissionnaires, parce que les parents étaient peut-être malades, dépressifs, alcooliques, drogués, voire violents, et donc ils ont dû se prendre en charge, ils n'ont jamais eu cette sécurité. Des gens qui vont être toujours dans un climat comme ça de peur, de flou, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal aussi, parce que les parents réagissent non pas avec des règles bien stables, bien claires, mais ils réagissent à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'un jour, un enfant va faire une bêtise, on ne lui dit rien, et le lendemain, il fait exactement la même chose, il reçoit une baffe. Et alors l'enfant ne comprend pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et donc il est toujours dans la peur, dans la culpabilité aussi, parce qu'il ne sait jamais ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il doit faire. Il n'a aucun point de repère. Et cet enfant va vivre dans ce climat longtemps, de la toute petite enfance, de tout bébé à ne fût-ce que 18 ans. C'est long 18 ans, c'est très long 18 ans. Et vous imaginez pendant 18 ans, cette petite pichenette-là qu'on vient vous répéter toutes les 10, 20, 30 secondes, il y a quand même de quoi être traumatisé. Et souvent, ces gens ne se rendent pas compte qu'il y a ce traumatisme qui est là, parce que pour eux, c'est pas grave, ils ont du caractère, ils ont une force morale qui est là, ils ont dépassé tout ça, ils ont fait leur vie, ils n'ont pas de rancœur envers leurs parents, c'était comme ça, c'est tout, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, et voilà, c'est bon. Mais le corps a enregistré tout ça, toutes ces émotions sont enregistrées et liées à tous ces événements, à tous ces éléments du VACO. Et donc, chaque fois qu'ils vont croiser leurs parents, l'enfant intérieur va réagir, les émotions vont ressurgir. Je pense aussi à la situation classique de la main aux fesses par le beau-père. De l'extérieur, c'est pas très grave. C'est dérangeant, c'est un manque de respect, mais c'est pas traumatisant. Peut-être pas pour l'adulte de 50 ans, mais pour la gamine de 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui se retrouve régulièrement seule avec son beau-père, dont la mère travaille peut-être de nuit, et qui, chaque fois qu'elle va se coucher, se pose la question: est-ce qu'il ne va pas venir me rejoindre dans mon lit? Chaque fois qu'elle se retrouve seule avec lui, elle angoisse, elle est inquiète sur ce qui va se passer.
Chaque fois qu'elle sort de l'école et qu'elle rentre chez elle, elle inquiète. Et donc cette jeune fille va vivre cette angoisse pendant des années, cette angoisse qui va être répétée à chaque seconde de sa vie. Et peut-être qu'il ne se passera jamais rien. Et tant mieux. Mais son vécu sera le même que s'il s'était passé quelque chose, voire parfois même pire. Parce qu'il n'y a rien de concret, parce qu'il y a juste un climat, un ressenti. Et s'il s'agit de jeunes enfants, l'enfant ne sait pas mettre de mots, ils sont en danger, ils sont en instabilité, ils sont la peur, et il ne sait pas dire pourquoi. C'est juste un climat qui est là comme ça, un peu comme ce brouillard dans un film d'horreur, qui est là en suspens, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Certains vivent ça toute leur enfance, et parfois leur adolescence aussi. Et ça, c'est ce qui est de plus traumatisant. Et c'est d'autant plus pernicieux que les gens ne se rendent pas compte que c'est un traumatisme. C'est donc ce qui fait la différence. Une personne qui a été agressée, une personne qui a eu un accident de voiture, elle arrive en disant, voilà, il m'est arrivé ça, et depuis, ça ne va pas. C'est clair, c'est net, elle sait ce qui s'est passé. Les autres ne savent pas. Ils savent juste qu'ils vont mal, alors qu'a priori tout va bien et qu'il n'y a pas de raison. Et ce traumatisme, ou ces traumatismes qui sont derrière, ils n'en ont plus aucune conscience. Ce qui va faire l'ampleur du traumatisme, c'est donc la répétition. Donc la répétition de l'événement, mais aussi plus simplement la répétition des éléments de perception associés à l'événement. Et là, ça devient encore plus subtil, j'ai envie de dire un peu plus vicieux. Dans le cas d'un divorce, la personne qui va avoir le plus difficile à surmonter la situation sur le plan émotionnel, ça va être la personne qui reste dans la maison, qui reste dans ses meubles. Parce qu'à chaque seconde, elle va voir le canapé dans lequel elle s'est assise, avec son mari pour regarder la télé, ou sa femme. Elle va manger dans la vaisselle qu'elle a utilisée, elle va avoir la même vue par la fenêtre, elle va avoir les mêmes bruits quand elle va prendre un objet, quand elle va fermer un placard ou une porte. Elle va entendre peut-être le chien du voisin qui aboie, elle va sentir les mêmes odeurs dans la maison, que ce soit des produits de nettoyage, que ce soit les fleurs dehors par exemple, les arbres. Tous ces éléments sensitifs qu'elle voit, qu'elle sent, qu'elle entend, vont à chaque seconde venir réveiller toutes les émotions liées à cette séparation ou à ce divorce. Et c'est comme ça que ça peut faire boule de neige aussi. Pourquoi ? Eh bien simplement, reprenons cette idée de photosensoriel. Au moment du choc de la séparation, au moment du traumatisme, la personne fait cette photo en 5 dimensions. Elle va par exemple retenir 3 éléments. L'aboiement du chien du voisin, l'odeur de la plante qui est là sur la table et l'image de son canapé. Par exemple. Ces 3 éléments vont donc se multiplier. Si l'aboiement du chien associe 3 autres éléments, on va passer à 4. Et si pour chaque élément c'est pareil, 3 x 4, on arrive à 12. Et puis ces 12 éléments vont faire pareil. À force de répétition, vont faire en sorte que le cerveau, en rappelant les émotions, va réassocier d'autres éléments perceptifs. Et de 12, on va passer à 40, 50, 60, 70. Et très vite, ça peut faire boule de neige, à tel point qu'à un moment donné, ces éléments qui servent d'interrupteurs, de déclencheurs d'angoisse ou d'autres symptômes liés au stress post-traumatique vont être tellement nombreux qu'à un moment donné, la personne ne vit plus. La personne est complètement figée, que la personne va vraiment être incapable de faire quoi que ce soit, de sortir de chez elle, de s'habiller, de se laver, de manger, d'avoir une vie normale, tellement tout va être déclencheur de stress dans des proportions énormes. Heureusement, nous avons le MDR qui permet de refaire le chemin inverse, qui va venir effacer tous ces éléments traumatiques. On va avoir un traumatisme de base sur lequel est empilé 2, 3, 4, 5, 10 traumatismes. Donc on va commencer par celui qui est visible et on va nettoyer tous ces éléments traumatiques, toutes ces émotions, jusqu'au moment où on va arriver vraiment au traumatisme de base, au cœur du problème, de façon à ce que la personne ne ressente plus aucune émotion par rapport à l'événement ou aux événements qui sont derrière ces symptômes, que forcément si les émotions disparaissent, les symptômes vont eux aussi.
aussi disparaître. Et la personne va pouvoir se rappeler ce qui s'est passé, mais de façon totalement neutre. Ce sera juste un souvenir. Donc, qui peut-on traiter en EMDR? Eh bien, à peu près tout le monde. Pour les personnes non-voyantes, on peut adapter et travailler sur les sensations ou sur le son pour provoquer ces mouvements oculaires, sans passer par le visuel. Et pour les enfants, l'idéal c'est à partir de 6 ou 7 ans, le moment où l'enfant peut simplement rester assis, tranquille, le temps de faire ces fameux mouvements oculaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté et très belle journée à vous.